Bienvenue parmi nous et bienvenue dans votre émission Entretien. La République démocratique du Congo a été le centre de la francophonie ces dernières semaines avec la tenue à Kinshasa des 9e Jeux de la francophonie qui ont été suivis partout dans le monde. Une organisation également saluée par plusieurs experts qui de mieux pour en parler que M. Mabiala Maoumba, délégué général à la francophonie. Monsieur Mabiala, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je tiens surtout à rappeler qu'en marge de la tenue à Kinshasa de 9e Jeux de la francophonie, l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC, a également organisé un colloque international, 19e colloque du genre. Nous aurons aussi l'occasion d'en parler avec vous, professeur, parce que vous avez été l'un des intervenants. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, le professeur Mabiala Maoumba est avec nous pour parler justement de la francophonie. Les 9e Jeux de la francophonie ont été organisés à Kinshasa, un pari osé, mais gagné d'après les analystes. Mais d'emblée, professeur, je tiens à vous poser cette question. C'est quoi la francophonie? Mais d'abord, il faut dire que c'est un pari gagné haut la main. C'est un succès qui a été reconnu par tout le monde. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Et en tant que délégué général à la francophonie, j'aimerais rendre hommage au chef de l'État qui s'est engagé personnellement pour la réussite de ces Jeux, le chef du gouvernement, le Premier ministre, et aussi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui est le président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie. Et évidemment, l'ensemble des ministres sectoriels et du gouvernement qui se sont engagés pour que ce soit une réussite. C'est une réussite. Pour se faire le discours d'ouverture. C'est effectivement une réussite populaire. Oui, voilà, c'est une réussite populaire. C'est très, très, très important de le souligner. Et donc, cette occasion a permis à la République démocratique du Congo de célébrer la francophonie. Alors, puisque vous me demandez c'est quoi la francophonie, justement, c'est que la francophonie représente l'ensemble de personnes dans le monde qui parlent français, qui utilisent le français comme langue de communication. C'est l'ensemble des personnes, pas l'ensemble des États. Non, à un moment, j'y arrive. Ce qu'on appelle la francophonie, c'est l'ensemble des personnes dans le monde qui utilisent la langue française comme outil de communication. Maintenant, nous distinguons, à côté de la francophonie avec un petit F, nous parlons de francophonie avec grand F, qui, elle, représente les institutions qui ont été créées autour de la langue française. Et l'une des institutions principales, c'est ce qu'on appelle l'Organisation internationale de la francophonie. Mais à côté de l'Organisation internationale de la francophonie, il y a d'autres structures qui forment ce qu'on appelle la francophonie institutionnelle. Et je pense que c'est l'opportunité d'en parler, nous en parlerons, pour que le Congolais sache qu'à côté de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, il y a d'autres structures qui forment la constellation de la francophonie institutionnelle. Donc, d'après vous, Organisation internationale de la francophonie, OIF, ne veut pas dire francophonie. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie, c'est, si vous voulez, la clé de voûte de la francophonie institutionnelle. C'est l'organisation intergouvernementale qui regroupe les États et le gouvernement qui ont en commun la langue française, le partage de la langue française, qui partagent la langue française. Ils sont regroupés au sein de l'Organisation internationale de la francophonie et qui est régie par une charte qui a été révisée la dernière fois en 2005 à Antananarivo, à Madagascar. Et cette structure que nous appelons maintenant OIF, Organisation internationale de la francophonie, date de 1970. Elle a été créée à Niamey au Niger sous l'appellation Agence de coopération culturelle et technique, ACCT. Et elle a été créée à l'initiative de 4 grandes personnalités du Sud, j'insiste là-dessus, non pas des États du Nord ou de la France ou de la Belgique, non,
cette structure, Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'OIF, a été créée par le président Sédar Senghor du Sénégal, le président Diori Amani du Niger, le président Habib Bourguiba de la Tunisie et le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Alors vous voyez, ces 4 grandes personnalités se sont retrouvées et ont dit, écoutez, la colonisation est finie et nous avons, si vous voulez, reçu comme butin de guerre, en quelque sorte, une façon de parler. La France nous a légué la langue française, mais qui nous permet de communiquer entre nous. Mais créons une structure qui va nous permettre de coopérer, qui va nous permettre de travailler pour nos États respectifs, pour nous développer sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, en partageant des expériences, en partageant des ressources, en partageant des idées, etc., et en utilisant la langue française. C'est comme ça qu'est née l'Organisation internationale de la francophonie que nous connaissons à l'heure actuelle. Mais à côté de l'Organisation internationale de la francophonie, la charte qui régit cette organisation prévoit aussi d'autres structures. Et nous allons en parler, professeur, tout au long de cette émission. Mais puisque vous dites que dans l'Organisation internationale de la francophonie, il y a l'ensemble des États qui ont en commun cette langue française, mais pourquoi est-ce qu'à ce jour, nous retrouvons dans l'OIF également des États qui ont comme langue majoritaire l'anglais? Alors, le fait d'appartenir à l'Organisation internationale de la francophonie ne nous empêche pas d'appartenir à d'autres structures. Par exemple, le Commonwealth qui regroupe des États qui, à l'époque, les anciennes colonies britanniques, etc. Mais évidemment, si vous voulez adhérer au Commonwealth, on vous imposera des conditions à remplir. De la même manière, si vous voulez adhérer à l'OIF, il y a des conditions à remplir également. Donc, mais le fait d'appartenir à l'OIF ne nous empêche pas d'adhérer au Commonwealth. Et ne nous empêche pas non plus d'enseigner ou d'apprendre l'anglais. Ça, il faut vraiment que les Congolais comprennent que le fait que nous soyons membres de l'Organisation internationale de la francophonie ne nous empêche pas de parler anglais, ne nous empêche pas d'enseigner l'anglais. Ce sont des langues d'ouverture sur le monde. Et j'ajoute, très important, cela ne nous empêche pas non plus de promouvoir nos langues, nos propres langues, nos langues locales, nos langues nationales. Parce que la francophonie, ce qu'on appelle la francophonie, ou l'OIF, c'est une organisation intergouvernementale qui a pour mission première la promotion du français, de la langue française, mais qui a aussi des principes et des valeurs. Et parmi ces valeurs et principes, c'est que l'OIF prône la diversité culturelle et linguistique. Vous voyez, donc, il est important que tout en travaillant pour promouvoir les Français, nous puissions également promouvoir nos propres langues. Et d'ailleurs, puisque vous avez évoqué les colloques sur l'éducation, je suis moi-même aussi spécialiste en éducation. Les recherches ont montré que quand les enfants apprennent les notions de base de mathématiques ou d'abord dans leur propre langue, et qu'ils maîtrisent ces notions, c'est beaucoup plus facile de leur apprendre le français quand ils savent déjà écrire et lire dans leur propre langue. Oui. Donc, et ça d'ailleurs, j'ajoute que l'OIF appuie d'ailleurs un très grand programme qui s'appelle Élan, École et langue nationale en Afrique, qui consiste globalement à favoriser l'utilisation des langues locales, des langues nationales, durant les premières années de scolarisation chez les enfants. Et vous nous avez parlé des critères. Et quels sont les critères qui ont prévalu, par exemple, à l'intégration des pays membres du Commonwealth qui ont pour langue l'anglais d'intégrer l'Organisation internationale de la francophonie? Bon, disons de façon générale, les États membres, les États qui veulent intégrer l'Organisation internationale de la francophonie doivent remplir un certain nombre de critères. Entre autres, je ne vais pas tous les énumérer, mais entre autres, avoir dans le pays
une partie ou la totalité de la population qui parle français. Okay? Une partie, si minime soit-elle. Oui, une partie, si minime soit-elle, mais sous réserve qu'il y ait une volonté exprimée de promouvoir le français, la langue française. Voilà, donc c'est ainsi qu'on retrouve des pays comme, disons, la Bulgarie, par exemple. La Bulgarie a sa propre langue, le bulgare, mais la Bulgarie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Parce qu'ils se sont engagés, il y a une partie déjà de la population qui parle français, et ils se sont engagés à promouvoir cette langue en Bulgarie. Et donc ils participent. Mais il faut aussi noter que l'Organisation internationale de la francophonie, c'est un espace de dialogue politique, mais aussi un espace de coopération économique, de coopération sociale. Donc, ce sont ces divers aspects qu'il faut mettre en perspective quand un pays cherche à faire partie de l'Organisation internationale de la francophonie. J'aimerais m'arrêter sur cet objectif de collaboration économique, même politique. Nous avons eu un président qui, à un certain moment, avait exprimé une sorte de frustration par rapport à l'attitude de cette communauté qui était la francophonie, ce manque de solidarité entre pays francophones. Est-ce qu'il y a possibilité de remédier à cela? Est-ce qu'il y a des dispositions justement pour éviter à ce qu'un pays, un membre ne puisse plus se sentir frustré comme cela a été le cas? Je peux citer Mosè Laurent-Désiré Kabila. Alors, vous savez, quand nous disons que la francophonie regroupe des États et gouvernements qui ont en partage, qui ont en commun la langue française, moi je considère cela comme une musique. Oui, musique, vous vous retrouvez parce que vous avez des points communs. Voilà. Vous avez des points communs. Maintenant, il peut y arriver qu'il y ait des conflits au sein des musiques entre deux États membres ou deux membres de la musique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez le soutien de part et d'autre, auprès d'autres membres pour régler le conflit. Ben, c'est ce qui arrive aussi au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que c'est une communauté d'États qui ont en commun la langue française et d'autres intérêts, d'autres valeurs, comme j'ai expliqué. Voilà. C'est pas seulement la langue française. On partage des valeurs de paix, de démocratie, de droit et liberté, de vivre ensemble, d'égalité, de respect de l'égalité hommes et femmes. Il y a toutes ces valeurs-là qui nous unissent également, qui sont très importantes. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait de dissensions, de divergences de point de vue, ou même de conflits entre deux États membres. Mais il y a des mécanismes prévus pour régler ces différents mécanismes, mais il ne faut pas s'attendre nécessairement à ce que l'ensemble des États membres prennent position pour notre pays. Voilà. Et c'est là que la diplomatie joue, parce que c'est une question d'influence mutuelle, d'influence respective. Rappelez-vous, il y a quelques années, de quelle influence jouissions-nous à l'époque. Vous voyez, parce que c'est comme vous êtes à l'intérieur de votre musique, vous avez peut-être des personnes avec qui vous avez beaucoup plus d'affinité. Quand il y a un conflit, ils vont vous soutenir plutôt que de soutenir d'autres personnes. Et donc, en fonction des liens que vous tissez, que vous gardez, que vous entretenez avec les autres, vous pouvez bénéficier de leur soutien. Mais n'oublions pas qu'à un certain moment, la RDC même se retrouvait en retard dans les cotisations. Alors, si vous êtes membre d'une organisation internationale intergouvernementale et vous ne payez même pas vos cotisations annuelles, de quelles considérations pourriez-vous jouir? Vous voyez, tout cela, ça compte dans le cadre de la, disons, de l'influence. D'une certaine manière, cette solidarité entre États membres et institutions de cette grande famille qu'est la francophonie n'est pas spontanée. Donc c'est conditionné peut-être par certains autres critères qui sont peut-être également prévus dans les textes. Non, la solidarité, c'est un principe de base de la francophonie. C'est un principe de base. Maintenant, vous avez posé une question qui concerne le cas où deux États membres sont en conflit à l'intérieur du groupe. Vous voyez, maintenant,
Dites-moi, si nous sommes dans une classe, vous et moi, nous faisons partie de la classe et que nous sommes en conflit, en fonction de quoi les autres membres de la classe vont prendre position en votre faveur ou en ma faveur? En fonction de quoi? En fonction des valeurs, par exemple, comme vous avez parlé, des valeurs de paix. Oui, en fonction des valeurs de paix. Fait aussi la promotion. Absolument, en fonction de tout cela, mais aussi en fonction du prestige dont j'ai joui, en fonction de l'influence dont j'ai joui ou dont vous jouissez auprès des autres camarades de classe. Donc chacun va se dire, vous êtes plus gentil avec les autres, vous êtes plus influent, moi je vous soutiens. Ils vont dire, Monsieur Mabiala est plus gentil et plus influent, nous allons soutenir Monsieur Mabiala. C'est là que l'équation personnelle va jouer. Mais pour les États, ça fonctionne de la même manière. Au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, il faut avoir une équation personnelle, il faut avoir de l'influence. Et il y a beaucoup de facteurs qui font que tel État a de l'influence, tel autre État n'a pas d'influence. Et quelles sont les autres institutions qui font partie justement de la francophonie, en dehors de l'OIF? Voilà. Quelles sont les autres institutions? Je commencerai par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, qui est en quelque sorte un espace qui regroupe le Parlement des États francophones. C'est très important parce que c'est un espace de diplomatie parlementaire. Donc, nous avons même eu à un certain moment le président de notre Assemblée nationale, qui était président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est très, très important à ce moment-là du point de vue de la diplomatie. Donc ça c'est l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais nous avons aussi l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, qui regroupe des institutions d'enseignement supérieur et universitaire dans des pays francophones et même au-delà. Par exemple, il y a des facultés qui enseignent ou enseignent le français, qui ne sont pas nécessairement dans les pays francophones, qui sont membres des universités qui font partie de cette agence, l'Agence universitaire de la francophonie, et qui est un espace de coopération universitaire, d'échange scientifiques, d'échange de professeurs, d'échange d'étudiants. Et là, si vous allez par exemple sur le site de l'Agence universitaire de la francophonie, vous verrez qu'il y a des colloques qui sont annoncés, des appels à candidature pour des bourses, pour des bourses de recherche. Et c'est dans ce cadre que le 19e colloque international de l'Alliance francophone a été organisé? Alors, non, les colloques qui s'est tenu dernièrement à Kinshasa n'étaient pas organisés dans ce cadre-là. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, était l'un des partenaires de ces colloques, mais le colloque a été organisé par l'Association française d'éducation comparée en lien avec l'Institut facultaire des sciences et de l'information et de la communication IFACI et la délégation générale à la francophonie était également partenaire de ce colloque. Mais l'AUF, l'agence universitaire, était l'un des partenaires au même titre que l'UNESCO, l'IFEF, l'Institut francophone de formation, d'éducation et de formation, qui est une structure spécialisée de l'OIF. Voilà. Alors, je continue la lecture. Donc, à part l'OIF, nous avons l'APF, nous avons l'AUF, mais nous avons l'université Senghor également, qui est basée à Alexandrie, en Égypte, qui est une université qui a été créée par l'Organisation internationale de la francophonie, par les sommets des chefs d'État, pour promouvoir surtout le management, la gestion. Ce sont vraiment une université très spécialisée dans ces domaines, pour promouvoir le développement de l'Afrique, parce qu'ils accordent priorité à la formation et renforcement des capacités des cadres d'Afrique. Et cette université, là aussi, il y a des appels à candidature, il y a possibilité de bourses. Tout ça sont des possibilités, des opportunités qui sont offertes aux jeunes Congolais. Alors, à part l'APF, l'OIF, l'APF, l'AUF, l'Université Senghor, il y a TV5 que nous connaissons. Et beaucoup de gens ne savent pas que TV5 fait partie de ce qu'on appelle les opérateurs du sommet de la francophonie. C'est une structure de la francophonie également. Et à part ces structures que je viens d'énumérer, il y a ce qu'on appelle les conférences ministérielles permanentes. En commençant par la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie, la Confémen, qui était aussi partenaire du colloque qui s'est tenu à marge des Jeux.
Et il y a également la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Autant d'institutions, tout ça, voilà, c'est ce qui constitue la francophonie institutionnelle. Et c'est dans ce contexte que la République démocratique du Congo vient d'abriter les 9e Jeux de la francophonie. Oui. Était-ce si important que Kinshasa puisse abriter ces Jeux? Nous l'avons vu. À quel prix? Une course des dernières minutes. Oui, c'était une course des dernières minutes, mais il fallait tenir nos engagements. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions candidats. Nous avons candidaté, c'est-à-dire nous avons voulu accueillir ces Jeux. En 2018, la République démocratique du Congo a soumis sa candidature pour accueillir les Jeux de la francophonie. Et la décision a été prise officiellement en juillet, le 2 juillet exactement, en juillet 2019, où le Conseil permanent de la francophonie a officiellement attribué l'organisation des Jeux de la francophonie à la République démocratique du Congo. Donc, depuis 2019, nous avons eu du temps. Bon, il y a eu en 2020, il y a eu le Covid. Du temps non exploité. On a eu en 2020, il y a eu le Covid, et c'est la raison pour laquelle le jeu était initialement prévu pour être organisé en 2021, mais à cause du Covid, on a reporté en 2022. Vous voyez. Donc, en 2022, nous n'étions pas prêts. Nous avions sollicité un report pour 2023. Et donc, entre 2019 et 2023, nous avons quand même eu du temps. Du temps, justement. Mais ce temps qui n'a pas été très bien exploité, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Bon, je pense que ça ne sert à rien d'entrer dans le détail. Il faut plutôt tirer cela comme leçon apprise. Leçon apprise pour, à l'avenir, si nous organisons des événements d'envergure internationale comme celui-là, nous devons nous y prendre à temps. Parce que nous prenons des engagements, il faut respecter ces engagements. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous n'étions pas prêts? Il y a beaucoup de facteurs, mais le plus important, comme je dis, c'est en définitive, il y a eu une volonté très clairement exprimée, tous les Congolais l'ont vu, le chef de l'État s'est rendu sur le terrain à plusieurs reprises, le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres, les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères et francophonie, comme président du comité de pilotage, l'ensemble du gouvernement, tous ont manifesté une volonté tenace pour que nous puissions tenir nos engagements, et ça a été un succès. Un succès et qui a fait la fierté, de la RDC. Parce que moi, je peux vous dire, à l'époque, quand la RDC a soumis sa candidature, quand vous soumettez votre candidature, les autres États, il y a un comité d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. Les autres États doivent se prononcer, ils doivent juger, ils peuvent accepter ou refuser. Mais je vous assure que c'était pas facile parce que beaucoup d'États, je ne vais pas citer évidemment, je ne vais pas citer les noms de ces États, mais beaucoup d'États étaient très sceptiques et ne nous croyaient pas capables d'organiser et d'accueillir ces Jeux. Donc c'est pour nous que maintenant que les choses se soient bien passées, c'est pour nous un motif de fierté. Monsieur Maoumba Mabiala, je rappelle, vous êtes délégué général à la francophonie, mais pourquoi donc a-t-on organisé ces Jeux? D'où est venue l'idée de créer les Jeux de la francophonie qui en sont à leur 9e édition que nous venons de vivre en République démocratique du Congo? Alors, l'idée est venue des chefs d'État. L'idée est venue des chefs d'État parce que je vous ai expliqué l'ossature un peu de la francophonie institutionnelle. Et souvent, le commun des mortels ne connaît que le sommet des chefs d'État. Par exemple, en 2012, le Kinshasa a accueilli le 14e, je crois, le 14e sommet de la francophonie. On a vu des chefs d'État d'un peu partout, du monde entier venir à Kinshasa. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est le sommet des chefs d'État, c'est l'organe suprême de l'Organisation internationale francophonie. Mais les chefs d'État ont voulu aussi que la francophonie soit, que la population s'approprie la francophonie. C'est ainsi qu'on parle de la francophonie des peuples. Vous voyez, et les Jeux de la francophonie, c'est une façon
de concrétiser cette idée de la francophonie des peuples. Et vous avez vu tout l'enthousiasme, l'engouement de la population quinoise. Justement, c'est ça qu'on a voulu. Et la première édition s'est tenue, je crois, au Maroc, en 1989, si mes souvenirs sont bons. Et depuis lors, Kinshasa a été la 9e édition. Et c'est ça, justement, qui concrétise cette idée de francophonie. Nous avons une langue commune, rassemblons-nous, partageons des idées, partageons des expériences, voyons, mettons en place des mécanismes de coopération, commerçons, faisons du business, et ainsi de suite. C'est ça. Et les Jeux de la francophonie, c'est une opportunité pour les jeunes de rencontrer de jeunes Quinois, jeunes Congolais, de rencontrer d'autres jeunes du Cameroun, du Québec, de Bulgarie, et ainsi de suite, etc. Voilà l'idée un peu derrière les Jeux de la francophonie. Ok, Kinshasa qui les a accueillis et bien organisés avec succès. Le défi a été relevé. Mais si ces Jeux sont organisés, c'est justement pour permettre à la francophonie d'associer la population. D'après votre constat, cet objectif a été atteint. Et la contribution des artistes musiciens, qu'est-ce que cela vient faire là-dedans? Alors, vous avez vu que quand on parle de jeux, c'est des compétitions sportives et des compétitions culturelles. Alors, dans les compétitions culturelles, il y a la musique, il y a la danse. Vous voyez? Et donc, quand vous me dites qu'est-ce que la musique vient faire là-dedans, mais ça fait partie des compétitions, des Jeux de la francophonie. Et il y a même beaucoup d'autres disciplines que les gens ne connaissent pas, qui n'ont pas été mises en valeur dans les cadres du 9e jeu. Par exemple, il faut savoir que dans les compétitions culturelles prévues dans le cadre des Jeux de la francophonie, il y a des compétitions sur le numérique, il y a des compétitions sur le développement durable, ainsi de suite. Mais pour Kinshasa, il y a un certain nombre de compétitions qui ont été retenues. Mais la musique fait partie donc on veut avoir, par exemple, aider, favoriser les jeunes talents pour qu'ils aillent de l'avant. Et les Jeux de la francophonie constituent une opportunité qu'on donne aux jeunes pour montrer de quoi ils sont capables. Et ceux qui n'étaient pas là pour compétir, c'était juste pour créer justement cette Alors, ambiance, ceux qui n'étaient pas pour compétir, ceux qui n'étaient pas là pour compétir, mais c'est aussi pour montrer leur talent. C'est extrêmement important pour exprimer leur talent, pour montrer leur talent. Et il ne faut pas seulement se limiter à ceux qui étaient là, mais il y a ceux qui n'étaient pas là aussi, c'est très important. Mais aussi toute l'ambiance qui est créée autour de ça, tout l'environnement qui est créé autour de cela. C'est important parce que c'est ça qui montre les échanges. Et au-delà des jeux, il y a des activités économiques qui se déroulent. Justement. Voilà, c'est très, très, très important. Au-delà, par exemple, le colloque auquel vous avez fait allusion, c'est organisé en marge des Jeux, mais les chercheurs internationaux qui sont venus, les professeurs qui sont venus du monde entier, étaient heureux de découvrir Kinshasa, étaient heureux d'être en contact avec les institutions congolaises, étaient heureux de rencontrer la population congolaise, ils étaient heureux d'aller au village des partenaires, à l'échangeur, ou rencontrer, ou même là où il y a l'Inganda, acheter des choses, goûter nos mets, les kamundele, tout ça, etc. C'est ça aussi la francophonie. Et vous avez dit que la première édition des Jeux de la francophonie, c'était en 1989. Si mes souvenirs sont bons, oui, il faut peut-être vérifier. Voilà. Alors, les Jeux de la francophonie s'organisent à quelle fréquence? Alors, en principe, tous les 4 ans. Oui, en principe, tous les 4 ans. Par exemple, nous avons célébré la 9e édition qui était prévue en 2021. Oui. Ouais. Et la 8e édition s'était déroulée à Abidjan en 2017. La 7e édition s'était déroulée à Nice en 2013. Donc c'est en principe tous les 4 ans d'une ville à l'autre. Et parlons à présent du 19e colloque international. Ouais. Et vous avez été parmi les intervenants. Ouais. Vous êtes beaucoup plus axé sur l'éducation. Pourquoi est-ce que l'éducation est tant nécessaire et qu'est-ce que l'éducation vient faire dans la francophonie? Alors, qu'est-ce que l'éducation vient faire dans la francophonie? J'insiste sur le fait que les pères fondateurs de la francophonie, quand ils ont eu cette idée géniale
d'utiliser la langue française comme pont entre différentes nations. Ils ont créé ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé Agence de coopération culturelle et technique ACCT. La base de cette coopération, c'était l'éducation. Parce qu'ils se sont dit, écoutez, mettons l'accent sur l'éducation, parce qu'on ne peut pas promouvoir la langue française si on ne l'enseigne pas cette langue. Il faut qu'on l'enseigne cette langue, et on l'enseigne à travers l'école, en dehors de l'école, bref, à travers l'éducation formelle, non formelle, et ainsi de suite. Donc c'est très important, et depuis lors, l'éducation a toujours été un aspect majeur dans le cadre de la coopération entre les États francophones. Et moi, je suis heureux d'avoir été pendant 6 ans directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'OIF, Organisation internationale à Paris. Et au moment où j'ai quitté, j'ai eu l'occasion de concrétiser le vœu du chef d'État qui avait décidé de créer un institut spécialisé en matière d'éducation et de formation et qui est basé présentement à Dakar et qu'on appelle IFEF, Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, et qui a pour rôle de fournir à l'ensemble des États membres l'appui technique dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs de base, d'éducation de base pour tous. C'est le fameux ODD 4, objectif de développement durable, numéro 4, qui est spécialement consacré à l'éducation. Donc l'éducation, c'est, si vous voulez, c'était un aspect fondamental au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Bien entendu, il y a les aspects politiques, il y a d'autres aspects, par exemple l'aspect numérique, l'économie, mais tout cela, si vous voulez, l'éducation, c'est en quelque sorte le soubassement, la fondation sur laquelle repose l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez associé les autres universités, instituts supérieurs à ce 19e colloque? Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour parce que si vous parlez de la masse, si vous parlez de la population, mais pourquoi est-ce que nous avons l'impression que c'était quelque chose entre scientifiques? Par définition, un colloque, c'est une rencontre entre spécialistes, scientifiques, chercheurs, pour venir partager les résultats de leurs réflexions, de leurs recherches. Donc, par définition, ce n'est pas une activité, un forum ouvert à monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, oui, les chercheurs et étudiants. Oui, j'arrive. Oui, il y avait des chercheurs et des étudiants. Nous avons reçu, parmi les participants, plusieurs doctorants qui sont venus partager les résultats de leurs recherches à ces colloques. Et nous avons également reçu, il y a eu des chercheurs congolais. Il y avait une centaine de participants, à peu près une soixantaine sont venus du monde entier, mais il y avait environ une quarantaine de chercheurs congolais qui sont intervenus, qui ont fait des présentations sur leurs recherches en matière d'éducation ici en RDC. Mais j'aimerais aussi préciser que le thème général du colloque, c'était l'éducation en contexte de crise. L'éducation en contexte de crise. Et on a abordé différents axes, différentes problématiques en rapport avec cette thématique. Et voilà les résultats justement de ces échanges entre scientifiques et entre chercheurs. Comment est-ce que ces résultats peuvent nous être directement profitables? Les résultats feront l'objet de publications, ce qu'on appelle les actes du colloque. Il y aura un rapport qui montreront à quelles conclusions, à quelles recommandations les chercheurs sont parvenus, et ce sera publié dans un volume, d'un document, un livre, si vous voulez, qui reprendront les communications qui ont été faites également au cours de ce colloque. Les livres, les actes du colloque seront prêts d'ici 2 à 3 mois. Et comment est-ce que la francophonie, elle, alors, pense toucher le fin fond de nos bidonvilles pour que ce message de la promotion de l'éducation puisse toucher tout le monde? Alors, la francophonie intervient à différents niveaux dans le secteur de l'éducation, chez nous en RDC. Et le premier niveau, c'est d'abord
le niveau institutionnel à travers les structures adéquates, appropriées. Le ministère de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la formation professionnelle et d'autres ministères comme le ministère de la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Je donne quelques exemples. Avec le ministère de l'EPST, l'OIF, à travers l'IFEF, l'Institut de formation, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, appuie les ministères de l'EPST dans la formation des enseignants, à travers notamment un programme très innovateur, très pertinent qui est le programme IFADEM, Initiative francophone de formation à distance des maîtres, qui utilise les technologies de l'information et de la communication pour aider les enseignants à améliorer leur niveau pour être sûr que quand ils enseignent le français, ils le font bien. Parce que malheureusement, les données ont montré, les recherches ont montré qu'il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent le français sans qu'eux-mêmes ne maîtrisent cette langue. Donc, vous savez, c'est problématique. Vous ne pouvez pas enseigner quelque chose que vous-même, vous ne maîtrisez pas. Oui, donc l'objectif poursuivi, c'est de renforcer les capacités des enseignants pour que les enseignants soient en mesure d'enseigner correctement le français et d'autres disciplines, mais aussi pour qu'ils soient d'enseigner en utilisant la méthodologie appropriée. Tout ce qui est ce qu'on appelle en langage technique la didactique, c'est-à-dire la manière d'enseigner pour que ce soit adéquat, pour que cela soit fait de façon adéquate. Maintenant, il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure du programme ELAN, École et langue nationale. Là aussi, la francophonie, à travers l'OIF et l'IFEF, appuie les ministères pour que nos enfants qui sont, par exemple, les enfants qui viennent à l'école pour la première fois, qui ne parlent pas français à la maison, mais en quelle langue voulez-vous leur apprendre les b.a.-ba, des notions de base, peu importe la matière, en quelle langue? Si vous commencez par les français, ça va être extrêmement difficile. Et c'est ça qui explique que beaucoup d'enfants, par exemple, de ma génération, beaucoup d'enfants ont abandonné l'école. Oui, tout ça qui est... Mais si vous commencez à enseigner dans la langue que l'enfant comprend, et ensuite vous introduisez petit à petit les notions de français, l'enfant apprend mieux. Il comprend ce que vous lui enseignez puisque vous le lui dans sa langue, et ensuite petit à petit il apprend mieux le français. Et à un certain niveau, au bout de 2 ans, 3 ans, l'enfant apprend maintenant, peut parler le français et peut lire le français, peut écrire en français, et donc on peut progresser plus facilement. Ça permet d'éviter la déperdition scolaire, c'est-à-dire des enfants qui abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas. Et on a l'impression parfois qu'ils ne sont pas intelligents. Non, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est parce que la langue qu'on utilise, ils ne les comprennent pas. Et voilà peut-être pourquoi certains parents, c'est la majorité, apprennent aux enfants dès le bas âge la langue française pour leur faciliter peut-être c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose parce qu'il n'oublions pas qu'il y a quand même si vous voulez, des niveaux, je dirais, nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y a des parents qui ont eu la chance de faire de longues études, qui maîtrisent le français, qui parlent bien français à la maison, qui lisent, mais il y a d'autres parents qui malheureusement n'ont pas eu cette chance-là. Donc c'est bien, on parle de commencer dès le bas âge à apprendre le français aux enfants. Même si d'autres personnes voient cela déjà une aliénation dès le bas âge. Ce n'est pas une question d'aliénation, c'est aussi une question d'ouverture vers le monde. C'est-à-dire, vous savez, les enfants à cet âge, en bas âge, ils peuvent prendre 3, 4, 5 langues même, en même temps. Oui, ce n'est pas une aliénation. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelles dispositions prenons-nous pour que cet apprentissage soit efficace? C'est ça la question. Oui, parce que ça sert à... Quand vous apprenez le français à votre enfant, ou à lire ou à écrire, mais il faut s'assurer, du point de vue des apprentissages, que cette lecture
est faite selon les normes, que l'enfant lit bien, lit correctement. Quand l'enfant écrit, il faut s'assurer que l'enfant écrit correctement. Et sur ce plan-là, je dois vous dire que malheureusement, vous savez, j'ai mentionné la Confémen tout à l'heure, qui est la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie. Et la Confémen a l'habitude de mener des évaluations sur l'ensemble des pays francophones. Sur certains pays, par exemple, la dernière évaluation a été menée en 2019 dans 14 pays francophones en Afrique. Et ces évaluations ont été menées auprès des enfants qui sont en 6e primaire, qui venaient de terminer la 6e année primaire. Et c'est des petits tests qu'on leur a donnés. Par exemple, lire un petit texte en français ou écrire un petit texte en français. Et puis, en mathématiques également, des opérations simples à faire. On a choisi un échantillon chez nous en RDC. Et l'échantillon qui a été choisi, les résultats sont catastrophiques. Par exemple, en français, 81% des élèves qui avaient passé ces tests-là, 81% ont été incapables de lire un petit texte simple en français, après 6 ans d'école primaire. Vous voyez? Donc, ça vous montre le niveau de la qualité de l'apprentissage. C'est-à-dire que ces enfants n'ont pratiquement rien acquis. 6 ans d'enseignement et en mathématiques, à peu près 71% de ces enfants-là, dans l'échantillon qui était choisi, 71% ont été incapables de faire des opérations simples de calcul et ainsi de suite. Donc ça montre les niveaux. C'est que quand on parle de la qualité d'enseignement qui a baissé, c'est ça, concrètement, c'est ça que ça signifie. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous devons renforcer les capacités des enseignants, donc à travers la formation des maîtres, et la francophonie nous aide dans ce sens-là, à travers l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, et il y a d'autres programmes qui nous aident également pour améliorer la qualité de l'éducation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maoumba Mabiala. Je rappelle que vous êtes délégué général à la francophonie. Juste une dernière question. Par rapport à ce débat, pouvez-vous nous éclairer? Quel est le plus grand pays francophone au monde? C'est la République démocratique du Congo ou bien c'est la France? Alors, ça dépend ce que vous entendez par grand pays, plus grand pays. En termes de nombre d'habitants. Ah, ok. Maintenant, vous savez, en termes de nombre d'habitants, si vous prenez, nous sommes à peu près, nous attendons les recensements, mais nous sommes à peu près 100 millions, à peu près, ou un peu plus. Donc, si vous prenez simplement ces nombres, vous serez tenté de dire que c'est la RDC. Mais je vais quand même dire oui et non. Alors, je vais vous expliquer. Parce que l'OIF a un observatoire de la langue française. Et tous les 2 ans, ils font des enquêtes, des études pour identifier qui parle le français, dans quel contexte, où, etc. Et ils publient un gros rapport sur la situation de la langue française dans le monde. Maintenant, le fait d'avoir une grande population, 100 millions d'habitants, ne veut pas dire que les 100 millions parlent le français. Oui. Les études montrent que nous sommes à peu près sur les 100 millions, à peu près 50 millions qui parlent le français et qui utilisent le français au quotidien. Voilà. Voilà. Et donc, sur ce plan-là, c'est-à-dire en termes de locuteurs réels, donc ceux qui utilisent réellement le français, qui parlent le français au quotidien, sur ce plan-là, nous sommes encore le 2e pays. Nous sommes encore le 2e pays. Le premier pays, c'est en France. La France. Donc la RDC est le 2e pays. Mais dans quelques années, on va dépasser la France. Parce que d'abord, notre population s'accroît très rapidement. Et puis, très important, la politique de gratuité de l'éducation va nous aider. C'est ça, la gratuité de l'éducation va aider à scolariser les gens, à apprendre la langue française, et ça va faire en sorte que notre population sera en grande majorité alphabétisée en français,
et ça permet, c'est-à-dire alphabétiser en français signifie des gens qui lisent, qui écrivent et qui parlent français. Donc, les estimations montrent, d'après les données justement que j'ai expliquées de l'UEF, les estimations montrent que d'ici 2050, c'est la RDC qui sera le plus grand pays francophone en termes de nombre de locuteurs du français. De la langue française. Voilà. Ce sera votre dernier mot, Monsieur Maoumba Mabiala. Je rappelle que vous êtes délégué général à la francophonie. Merci d'être passé. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je dirais à tous les Congolais que nous devons être fiers d'appartenir à la francophonie. Le français, c'est aussi notre langue. Et cela ne nous empêche pas et ne doit pas nous empêcher de valoriser notre propre culture, de valoriser nos langues maternelles, de valoriser nos langues nationales. Parce qu'au sein de la francophonie, il y a un principe de base, c'est la diversité culturelle et linguistique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. Monsieur Maoumba Mabiala, au revoir.